Si vous êtes un peu fatigué, veuillez vous donner le courage d'apprendre malgré la fatigue, parce que vous voyez que nous sommes ici après avoir été au travail, mais nous allons faire de notre mieux pour que l'essentiel soit maîtrisé. D'accord? Allô? Allô? Oui, je vous suis, maître. Ah, merci beaucoup. Alors, ce que je vais aujourd'hui vous dire, aujourd'hui c'est le premier jour où on va essayer d'introduire les cours. L'essentiel, il faut d'abord engager un petit débat avec vous parce que j'ai l'intérêt à connaître d'abord si vous avez une petite notion, s'il y a une préoccupation spéciale que vous avez et vous souhaiterez donc avoir une orientation ajustée par rapport aux besoins que vous avez pour le moment, parce qu'il y a ceux-là qui viennent apprendre et ils me disent non, moi je suis en train de préparer l'embauche dans le cadre de gestion de projet comme futur gérant du projet ou futur chef de projet. Et voilà, si vous pouvez orienter la formation par rapport aux besoins, voilà les besoins que j'ai. Il y a d'autres qui me disent non, nous sommes étudiants, nous avons les cours, on n'a pas bien compris, on voulait avoir plus d'explications pour les détails en ce qui concerne la théorie ou la pratique de ces cours. Il y a aussi celui qui me dit, non, je connais, j'ai un niveau, mais peut-être que ce n'est pas un niveau avancé et je voulais améliorer. Et voilà, dès lors que le formateur est informé sur cet aspect-là, il doit aligner maintenant les objectifs pédagogiques en termes de compétences, en termes de connaissances, pour répondre aux besoins réellement identifiés par les bénéficiaires de la dite formation. C'est comme ça qu'au premier jour, nous invitons aux bénéficiaires de se manifester et dire quelque chose sur les besoins qui l'animent dans l'apprentissage qu'on va faire. Merci, vous avez la parole. Ok. Je pense que c'est moi, parce que je vois nous sommes quand même 4 ici. Oui, on peut y aller un après l'autre. Donc, tout le monde a le droit de me dire les besoins qu'il présente. Et moi, je me présenterai comme le médecin. Je vais sélectionner les médicaments sur base du diagnostic que je vais faire en vous écoutant. Je saurai maintenant que les besoins se trouvent à tel niveau et voilà la dose qu'il faut administrer. Voilà pourquoi je vous demande d'engager ce petit débat avant qu'on explique le contenu du modèle. D'accord. Merci encore une fois. De mon côté, je peux dire j'ai un niveau intermédiaire en ce qui concerne la gestion des projets. Mais mon plus grand souci est d'approfondir mes connaissances dans l'utilisation des logiciels, entre autres MS Project, qui est beaucoup réclamé. Alors, je ne sais pas si dans cette formation, il y a quand même ce module-là sur l'utilisation de logiciels qui accompagnent la gestion de projet. Et autre chose, les modalités, parce que c'est lancé gratuit et déjà nous en sommes, on prend déjà les goûts et j'aimerais savoir aussi, ça va prendre combien de temps et aussi les montants à payer. À la fin, y aura-t-il un certificat? Et puis les airs, parce que nous sommes aussi équipés de temps en temps pour qu'on ait vraiment de l'énergie de suivre du début jusqu'à la fin.
Et comme scientifique, on est toujours assoiffé d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je viens de noter l'essentiel. Excusez-moi, je vais écouter tout le monde et revenir répondre à la fin. Oui. Est-ce qu'il y a les autres aussi qui peuvent manifester leur intérêt d'apprentissage? Allô? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Donc, veuillez vous présenter comme le premier candidat l'a fait. Vous vous présentez et puis vous donnez juste le premier intérêt qui vous a animé pour suivre cette formation. Et à partir de cela, ça va beaucoup m'aider pour aligner, réajuster les modules pour cette formation par rapport à vos besoins. Parce que dans l'apprentissage, tout ce que nous pouvons faire, si nous sommes en dehors des objectifs pédagogiques, pour vouloir répondre efficacement à la demande des bénéficiaires, là, on n'est rien. On ne fait rien si on n'a pas atteint, le niveau de satisfaction du demandeur. Il faudrait que le demandeur s'exprime sur son état de besoin et à partir de cela, le devoir qui est le nôtre, c'est adapter maintenant la formation par rapport aux besoins réellement identifiés par le bénéficiaire lui-même. C'est comme ça que j'ai demandé à tous les collègues qui ont tiré profit de venir suivre cette formation. Voici l'occasion pour se manifester et présenter les besoins comme l'autre vient de le faire. Et ça va nous permettre de bien avancer et de préparer un module qui va répondre efficacement à vos besoins. Bienvenue encore. Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul bénéficiaire et qui a bien compris ce que j'ai demandé et qui s'est manifesté. Merci à lui. Alors, je ne sais pas, à moins que les autres aient des problèmes techniques, peut-être qu'ils ne sont pas en train de nous écouter, je ne sais pas. Mais par rapport aux préoccupations de notre confrère, je vais maintenant commencer à répondre. Il a souhaité que la formation puisse inclure également les modules, la pratique, je pense, sur Microsoft Project. Ça, il a demandé. Mais moi, avec le centre, le Microsoft Project, c'est un autre module qui n'est pas aligné avec la gestion des projets ici. Donc, il y a Microsoft Project qui est un module à part et la gestion des projets, c'est un autre module à part. Il faudra maintenant, peut-être, quand le directeur du centre sera là, je vais indiquer cette recommandation du confrère et demander au centre si on peut réfléchir dans ce sens pour préparer également un module sur Microsoft Project. Alors, en ce qui concerne les modalités d'apprentissage, le cours, au fait, est prévu pour 14 jours, pour 2 semaines plutôt. Et les 2 semaines, c'est du lundi au vendredi parce qu'on n'étudie pas. Oui, c'est une semaine.
Excusez. Oui. Et à la longue, on va, à la fin de la formation, on donne les certificats. Ça, c'est reconnu. On donne les certificats qui répondent aux standards internationaux. Et après le certificat, peut-être il faut parler aussi le timing. Pour le timing, nous avons 2 heures. Donc, comme aujourd'hui, on devrait commencer à partir de 16h30. Ouais. Oui, à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Donc, il y a 2 heures de formation. Alors, par rapport au classement de points ou de chapitres, ça on va discuter demain, mais aujourd'hui on fait l'introduction générale du cours. Mais il faut d'ores déjà vous dire que pour ces cours ici, je prends donc dans la technique d'alignement du cours, je prends parfois une semaine pour la théorie, c'est-à-dire on touche sur tous les aspects qui concernent la gestion des projets, et on réserve aussi une semaine pour un cas pratique, donc un cas spécifique très pratique, donc où nous pouvons prendre un projet que nous devons prendre comme projet modèle. Nous enseignons ça pendant 2 ou 3 jours et nous donnons aux bénéficiaires de la formation aussi l'état, je m'excuse, le temps de se préparer, de faire les TP sur un cas pratique. Il continue avec les mêmes cas pratiques. C'est-à-dire, après la théorie apprise, on doit cibler un sujet qui concerne un projet. Et les projets-là, on les démarre du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on doit chercher un projet qui est dans la vie pratique. On doit les situer. Est-ce que c'est le projet qui va suivre les modèles du système des Nations Unies? Est-ce que c'est un projet qui va suivre les systèmes de gestion entrepreneuriale? Est-ce que c'est un projet qui va dans le sens du programme national de développement? Alors, tout cela, on doit aussi expliquer aux bénéficiaires de la formation, parce que tous les projets n'appliquent pas les mêmes modèles. Et pour chaque cas, il y a des objectifs poursuivis et il y a les canevas très spécifiques. Ça, on verra dans les détails. Alors, si notre confrère n'a pas d'autres questions, là j'étais en train de répondre à ses préoccupations par rapport aux modalités d'apprentissage. Et s'il a suivi l'essentiel des réponses que je donne par rapport à sa question, alors il va me permettre de poursuivre avec les cours. S'il a encore des questions à poser pour un réseau de clarification, il est toujours le bienvenu. Ça, c'est la science et on doit en discuter. Et on ne peut décoller que lorsque toutes les parties se mettent d'accord. Voilà, je vous remets encore la question. Merci. Ok, merci beaucoup pour vos réponses claires. Mais il reste un aspect que vous n'avez pas
encore répondu sur la modalité. C'est le financement. Ah, ok. Ouais. Merci beaucoup. Les financements, au fait, ne relèvent pas de mes compétences. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Par rapport au contrat que j'ai signé avec les centres qui m'invitent, alors la discussion autour des modalités de paiement ne m'engage pas. Alors, c'est-à-dire que ça, c'est une compétence exclusive du centre, du directeur du centre qui m'a invité. Peut-être dans 5 minutes, je vais l'appeler pour qu'il vous explique. Heureusement, le chef de programme est ici. Il va passer pour vous expliquer la modalité de paiement. Ah, tu peux venir. Oui. Veuillez l'écouter, c'est lui qui va maintenant vous expliquer la modalité de paiement. Bonjour, messieurs. La modalité pour passer la formation, c'est 80 dollars. Donc, 5 dollars pour l'inscription et 80 pour les frais de participation. C'est un peu ça. Bien. Avez-vous des ripostes à tout ce que nous avons donné comme élément de réponse? Allô? Non, c'est clair, c'est clair. Le message est bien reçu. Allô? Ah, tu as tout compris? Oui, oui, 5 sur 5. D'accord. Merci. Oui, allô, monsieur. J'avais aussi une question. Oui. Partant des modalités de paiement, en fait, le paiement s'est fait en un coup ou bien elle est, en fait, comment je peux dire, par tranche aussi. Ça veut dire pendant la période de cours, elle peut être payée en 2 tranches ou bien comment on fait? Oui, je pense que les paiements peuvent se faire en 2 tranches, mais ça ne peut pas dépasser l'écart, je pense 3 ou 4 jours de cours. Ah, ok. Là, je vous invite celui qui va répondre. Il vient pour vous donner la meilleure réponse. Il y a le financier qui est là. C'est lui maintenant qui va vous éclairer sur les modalités de paiement. Il est là. D'accord. Sur la modalité, on peut au début de la formation, messieurs. Vous pouvez payer par 2 tranches. Au début et arriver au... Donc, si vous avez déjà étudié au moins 5 à 4 sciences, vous pouvez terminer à payer d'autres paiements qui restent. Ok. C'est compris? D'accord. Ouais, c'est compris, super. Bien. Ok. Alors, c'était vraiment essentiel. C'est à vous maintenant de me dire si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on vient de vous dire. Et si vous êtes d'accord, on peut alors commencer notre formation. Parce que si les conditions d'apprentissage en termes de financement ou d'autres éléments, si ça ne vous arrange pas, il est encore le moment de désister, me dire que ce n'est pas possible pour que je puisse arrêter à partir d'aujourd'hui. Mais si vous êtes d'accord, à vous maintenant les claviers, c'est vous qui allez m'activer pour commencer. Si vous êtes d'accord, je commence. Si vous n'êtes pas d'accord, alors on passe au désistement.
Bon, je pense qu'il faut d'abord commencer, mais il y a une autre préoccupation aussi. Oui. Par rapport aux heures OK. où nous pouvons être connectés. Comme nous avons entendu le financier, nous pensons aussi analyser pour ajuster le budget. Parce que vous Oui. savez, il y a beaucoup de choses. On ajuste et puis prochainement, on va vous dire. Mais pour aujourd'hui, on commence d'abord, comme vous OK, l'avez merci. souligné. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je comprends, c'est comme ça que ça doit se faire de manière professionnelle. S'il y aura d'autres préoccupations, vous allez nous écrire ou demain vous pouvez nous dire s'il y a quelque chose qu'il faut agiter avant, qu'il faut réajuster avant qu'on décolle. Mais laissez-moi alors entamer ces cours. Alors, il faut comprendre que la gestion de projet ne se limite pas seulement ou ne commence pas seulement au niveau de la gestion comme le terme l'indique. Donc, quand on donne ces cours, il faut partir d'abord des premières idées. Les premières idées, c'est au niveau de la conception. Au niveau de la conception, lorsqu'on parle d'un projet, c'est-à-dire on parle d'un problème en d'autres termes, en termes simples, un projet, c'est un problème qui est réellement identifié, pas identifié par les concepteurs, non. Le vrai problème ou le vrai projet, c'est celui dont le problème est réellement identifié par toutes les parties prenantes. Par toutes les parties prenantes, je le dis bien. Il suffit de distinguer ici des aspects. Parce qu'on doit savoir, est-ce que le problème auquel on fait allusion, ce n'est pas un besoin? Il faut différencier donc les problèmes et les besoins. Parce que ça peut être un petit besoin, mais qui n'est pas réellement qualifié comme un problème et qui doit conduire à un projet. Je donne un exemple. Dans la zone de santé d'Ouvira, où nous sommes, il y a les camps d'épidémie de choléra. Et au niveau de la zone de santé, on nous dit qu'il y a déjà un seul cas qui s'est présenté pendant un mois. On a amené les malades qui souffrent de la diarrhée. Mais un seul malade pendant un mois. Et là maintenant, on va se poser la question lorsqu'on est concepteur de projet. Est-ce qu'il s'agit d'un problème pour lequel il faut nécessairement avoir un projet pour répondre à ce problème, ou il s'agit juste un besoin qui demande une intervention et la situation passe comme ça? À ce niveau-là, vous allez comprendre avec moi que lorsque une zone de santé composée de 22 aires de santé, ça c'est le cas d'ici chez nous à Ouvira, composée de 22 aires de santé, on présente seulement un seul cas de diarrhée. Et à ce niveau-là, le concepteur, dans sa conscience, il ne peut pas directement songer à un projet. Parce que pour passer au projet, il faut avoir les éléments élégants qui vont justifier qu'il y a réellement un problème dans la communauté et auquel il faut avoir une solution. Et la solution maintenant doit se justifier à travers un projet. Et voilà un autre cas que je peux vous donner. Lorsqu'on amène dans les mêmes circonstances
dans la zone de santé d'Uvira, au cours d'une semaine, on a enregistré 30 cas de choléra. Et maintenant, on s'est dit non. Au cours d'une semaine, nous avons déjà enregistré 30 cas. À ce niveau-là, on comprend directement qu'on n'a plus rien à attendre. Il s'agit d'un sérieux problème auquel on doit trouver d'urgence une solution. Et pour que la solution soit une solution durable, il faut qu'on passe par un projet. Et à ce niveau-là, le problème est réellement identifié. La preuve est élégante parce que les indicateurs d'identification réelle de ces problèmes existent. Et à ce niveau-là, maintenant, on comprend qu'il s'agit d'un projet. Ce n'est plus un simple besoin. Ça nécessite une intervention efficace et rapide pour arrêter la propagation des cas de maladie. Et à ce niveau-là, on peut déjà commencer à mobiliser les fonds. Et la mobilisation des fonds doit se passer maintenant au travers d'un projet. Et c'est comme ça, dans les termes très précis, très clairs, c'est comme ça qu'il faut distinguer d'un projet à un simple besoin qu'on peut identifier dans la communauté. Ça, c'est un petit exemple que je voulais vous donner parce que parfois les concepteurs de projets, ils prennent du temps pour concevoir les projets, mais après, ils se voient rejeter leur projet, se demandent pourquoi j'ai fait un projet, mais à la longue, le projet a été rejeté. Avant qu'on prenne le temps de lire les projets, on identifie d'abord si ces projets constituent un problème réel ou il s'agit d'un simple besoin communautaire qui ne demande pas assez de moyens pour intervenir. Et c'est comme ça d'abord qu'il faut réfléchir avant de démarrer toutes les étapes qui sont identifiées dans le cercle de vie d'un projet. Alors, avant, je pense dans les cadres qui vous concernent, comme vous avez des notions intermédiaires, la théorie basée sur des définitions, des concepts et consorts ne vous aideront pas à quelque chose, mais on va passer juste directement à des cas concrets qui pourraient vous aider à vous améliorer davantage. Aujourd'hui, je peux vous présenter les cycles du projet, mais je vais voir également, si l'État le permet, commencer à vous donner les remarques nécessaires sur les techniques et les méthodes qu'on doit réunir pour estimer, concevoir un bon projet. Il faut aussi vous expliquer les attentes des cabinets techniques qui lisent les projets. Quand on lit un projet, pour l'apprécier, sur quel point on doit se baser pour dire que tel projet, c'est un bon projet, ou pour dire que tel projet ne répond pas aux critères d'être appelé projet. Alors, on va aussi vous parler de ça, parce que parfois, ce qui doit d'abord nous animer, c'est se mettre en tête, je vais maintenant commencer à rédiger mon projet. Mais est-ce que j'ai les atouts pour concevoir, élaborer un bon projet qui peut être accepté ou qui peut être validé par n'importe quel bailleur? Et à ce niveau-là, on va maintenant prendre un bailleur
et nous allons nous aligner derrière ses politiques, derrière sa philosophie de validation, parce que au finish, vous verrez que chaque bailleur de fonds a ses vives convictions pour valider une idée ou pour valider un projet. Et il ne faut pas croire dans la gestion des projets qu'un projet qui a été apprécié par X bailleurs, que le même projet peut aussi être validé par Y bailleurs. Non. Il faut d'abord, c'est pourquoi nous demandons aux concepteurs de projets de prendre d'abord le temps de lire les différentes politiques de chaque donateur. Parce que parfois, quand on ne comprend pas la philosophie de financement des bailleurs de fonds, on se met à rédiger. Mais tout ce que vous êtes en train de rédiger ne serait considéré comme une simple lecture parce que ça ne s'aligne pas derrière la politique intrinsèque du bailleur de fonds. Et à ce moment-là, il faut d'abord comprendre les étapes clés sur les critères d'éligibilité de chaque partenaire. Ça, c'est très essentiel. Lorsque vous faites un projet, il faut vous aligner derrière les critères d'éligibilité. Et avant même de commencer à faire un projet, veuillez d'abord prendre du temps pour lire et relire les critères d'éligibilité et voir si votre organisation ou votre cabinet qui va élaborer ces projets est en mesure de répondre de manière efficace aux critères d'éligibilité du donateur. Ça, c'est un point très important. Deuxième point, il existe aussi un projet qui ne s'aligne pas, qui ne demande pas forcément les canevas du bailleur. Il y a des bailleurs qui vous demandent de proposer vous-même les projets. Ils ne donnent pas de canevas. Ils vous demandent de proposer les projets et il va vous lire. Et à ce niveau-là, si c'est un projet qui est demandé, qu'on vous demande de faire vous-même sans vous donner les canevas ou les formulaires du bailleur, à ce niveau-là, techniquement, on doit suivre les canevas du PNID. C'est comme ça que la théorie nous enseigne. En RDC, nous devons prendre l'exemple, les modèles qui a été validé par beaucoup d'organisations du système des Nations Unies. C'est les canevas du PNID qui doit être appliqué lorsque on n'a pas demandé, lorsque le bailleur n'a pas partagé son canevas. Et à ce niveau-là, je reviendrai dans les détails pour vous donner un projet selon le canevas du PNID. Alors, autre chose qu'il faut souligner, si on vous demanderait de faire un projet par exemple d'une société, d'une entreprise à caractère commercial, il faut savoir que la procédure doit se changer. Ce n'est plus la même procédure qu'on applique pour un projet de développement à caractère communautaire par une organisation sans but lucratif. Ce n'est pas de la même manière qu'on doit aligner un projet à caractère entrepreneurial. Et je vais vous donner par la suite comment on peut élaborer un projet à caractère entrepreneurial. Parce que ce n'est pas le même canevas. Vous allez voir que pour les entreprises, il faut un canevas spécifique
Et là, qu'est-ce qu'on cherche à connaître beaucoup? Il faut d'abord faire la présentation de votre entreprise. Il faut faire la présentation de votre projet, qu'on appelle les pitch deck. Et lorsque on présente les pitch deck, il faut montrer quoi? Il faut montrer les modèles économiques, les problèmes identifiés, il faut montrer les solutions proposées, il faut montrer les plans d'affaires, il faut montrer la force en termes de gestion des clients, c'est-à-dire comment vous gérez la clientèle. Il faut montrer la possibilité de s'affronter à la concurrence, c'est-à-dire s'il y a les concurrents traditionnels qui existent et les concurrents potentiels, comment votre entreprise est mieux classée pour faire face à cette concurrence. Qu'est-ce que vous identifiez comme élément supplémentaire ou qu'on appelle encore plus-value par rapport à votre produit, par rapport au prix, par rapport à la politique commerciale, mais également, il faut montrer que vous maîtrisez les marchés. Et comment on va montrer qu'on maîtrise les marchés? On se pose une question s'il y a eu une étude baseline qui a été faite sur la maîtrise du marché. Est-ce qu'il y a eu une enquête que vous avez mise en place, qu'on appelle étude baseline, pour identifier réellement les indicateurs de conviction, les indicateurs qui vous permettent de prendre une décision, de lancer le projet ou de ne pas le lancer? Alors, à ce niveau-là, il faut montrer tout cela. Là, je suis dans un projet à caractère commercial. Et après, maintenant, il faudra montrer la vision, la projection financière que vous avez. Vous avez quel montant pour ce projet? Après une année, vous en aurez combien? Après 2 ans, vous en aurez combien? Après 3 ans, vous en aurez combien? Quelle est la marge, la marge bénéficiaire en termes de coûts de profitabilité? Quelle est la rentabilité de votre activité? Pourquoi vous êtes dans le besoin d'augmenter le capital? Voilà, là je suis en train de montrer comment on peut penser à élaborer un projet en faveur des sociétés à caractère commercial. C'est très différent que quand on est dans les projets à caractère communautaire, des projets de développement. Eh bien, en ce qui concerne les projets de développement, il faut d'abord identifier les problèmes, essayer, et quand vous identifiez les problèmes, il ne faut pas le faire seul au cabinet. Non, non, ce n'est pas une bonne méthodologie. Vous devez avoir un collectif. Le collectif là est composé de qui et de qui. Et là, je suis sérieux parce que si je ne parviens pas à vous expliquer correctement ces points-là, dès le départ, on perd la vitesse et on va très mal là où on va chuter. Il faut comprendre que les problèmes de la communauté ne peuvent pas se résoudre au bureau. Il faut, dès que vous avez l'idée de commencer un projet sur un problème déjà identifié, il faut savoir que ces problèmes-là ne peuvent pas être identifiés par vous-même. Vous devez inviter les bénéficiaires directs de ces projets pour qu'ils vous parlent
De quoi s'agit-il? Parce que ce sont eux qui sont des victimes. Et les victimes expriment mieux son camp qui les victimise. Parce que c'est lui qui va vous dire que non, ici chez nous, nous avons le problème de choléra parce que nous n'avons pas l'eau potable. Parce qu'il existe quelques robinets, mais les robinets se trouvent à des kilomètres. Il existe des robinets, mais des robinets produisent de l'eau sale. Et il faut peut-être un traitement spécial pour l'eau, afin qu'on puisse limiter la propagation des microbes. Et à tout cela, vous allez voir que même les bénéficiaires du projet, celles ne suffisent pas pour confirmer l'hypothèse. Il faut également inviter les experts en Hoche qui vont vous dire réellement si les problèmes tels que expliqués par les bénéficiaires, la communauté vulnérable, si le problème peut avoir une solution technique, parce que les bénéficiaires ne sont pas appelés à expliquer tous les aspects. Ils vont se limiter aux aspects socio-économiques, mais ils ne sauront pas développer les aspects purement techniques qui inviteraient les ingénieurs. Les ingénieurs en hydraulique, par exemple, les ingénieurs en roche, ça peut être les professionnels de la santé publique, ça peut être les professionnels ou des ingénieurs en santé et développement communautaire, ainsi de suite. Et lorsque vous invitez ces gens-là, tout le monde doit donner son avis. Et en associant chaque cas à son expert, vous aurez maintenant récolté les meilleures données pour aligner maintenant les meilleures idées. Et à ce niveau-là, il y aura un bon agencement d'idées du fait que vous avez eu le temps d'écouter tout le monde et chacun en ce qui le concerne. Et à ce niveau-là, le dernier exercice que le staff du bureau va faire, c'est aller maintenant au bureau et prendre les idées qui ont été données en premier lieu de manière vague, et vous allez maintenant aligner ces idées de manière très claire pour qu'on puisse maintenant commencer à agencer les meilleures raisons d'élaborer un document de projet. Et vous comprendrez donc que même pendant la défense de votre projet, il y aura des questions. On va vous demander comment vous avez identifié les problèmes. Et parmi les stratégies d'identification de problèmes, il faut expliquer que vous avez pris en compte la présence de tout un chacun. Donc, toutes les parties prenantes qui peuvent contribuer au meilleur raisonnement de ces problèmes ont été invitées, en commençant par les concernés du premier degré, qui sont les bénéficiaires directs du projet. Vous les avez écoutés. Et au besoin, avant de les inviter au bureau, vous les avez rencontrés sur le terrain. Vous vous êtes rendu sur place pour identifier réellement les problèmes. Et lorsque vous êtes parti là-bas, vous avez sélectionné une meilleure équipe pour aller identifier correctement les besoins. Parce que s'il s'agit d'un problème lié lié au choléra, il faut voir maintenant dans votre équipe, est-ce que vous avez quelqu'un qui a des notions en santé? Il ne peut pas manquer dans cette équipe qui va descendre sur le terrain, parce que ça serait la personne la mieux indiquée pour identifier réellement les problèmes sur le terrain. Il ne faut pas envoyer quelqu'un qui ne comprend rien sur les problèmes. C'est comme ça qu'on commence à biaiser les données.
la collecte des données doit se faire avec les personnes qualifiées pour le faire. Les personnes qui comprennent les problèmes et qui peuvent réfléchir en profondeur sur ces problèmes-là. Et à ce niveau-là, il faut montrer même que vous avez aussi invité les services habilités dans les secteurs. Par exemple, en ce qui concerne un projet sur les Hoches, on peut dire qu'on a invité les services d'hygiène, les services le ministère de santé publique. On a aussi invité les clusters humanitaires Hoche. On a invité les organisations de la société civile qui interviennent dans la protection, c'est-à-dire même ceux-là qui interviennent dans l'environnement, hygiène, eau, hygiène et assainissement, santé communautaire, ainsi de suite. Ils peuvent être invités et vous faites un atelier de réflexion sur la manière dont vous devez intervenir, vous montrer les problèmes et en mettant les problèmes, en projetant les problèmes sur les murs, ainsi les différents invités, chacun en ce qui les concerne, dans le domaine qui est le sien, va commencer à faire un diagnostic sur les problèmes que vous avez soulevés et vous serez en train de noter afin que vous puissiez avoir les éléments probants d'une grande conviction qui vont vous aider à élaborer maintenant le projet quand vous serez dans votre bureau. C'est comme ça que ça doit d'abord se faire. Ça, c'est le point de départ. Et après cela, il faut maintenant identifier les vrais bénéficiaires. Et lorsque nous parlons des bénéficiaires, vous le savez, il y a deux catégories de bénéficiaires. Il y a les bénéficiaires directs, il y a aussi les bénéficiaires indirects. Les bénéficiaires directs sont les bénéficiaires ciblés par les projets et qui doivent bénéficier de toutes les interventions du projet, du début à la fin. Par contre, les bénéficiaires indirects sont, sont des bénéficiaires qui peuvent bénéficier de manière indirecte des activités du projet. C'est-à-dire, si vous avez par exemple identifié les personnes atteintes par le choléra, nous devons prendre en compte que les familles, leurs familles de provenance constituent les bénéficiaires indirects. Leur village, leur groupement, ça peut d'une manière ou d'une autre, on peut considérer cela comme cible des bénéficiaires indirects. Et maintenant, ce qu'il faut aussi vous donner, lorsque vous êtes en train d'identifier les bénéficiaires directs, il y a une préoccupation confessionnelle et majeure dans ces points-là. Qu'est-ce qu'on cherche à connaître? On cherche d'abord à connaître sur base de quelles convictions sociales, économiques, politiques vous avez sélectionné ces bénéficiaires-là. Quels sont les critères de sélection? Est-ce que vous avez eu des critères de sélection qui sont acceptables sur les standards? Et c'est comme ça qu'on doit maintenant voir si vous êtes professionnel en domaine. Et là maintenant, dans les critères de sélection, il faut faire des catégories. Vous devez aligner les catégories de vulnérabilité. Vous devez faire aussi allusion à la ventilation ou à la
ou à l'agrégation de sexe. S'il y a par exemple 50 bénéficiaires, combien sont des femmes? Combien sont des hommes? Combien sont des enfants? Donc, il y a aussi les critères d'âge qui entrent en jeu. Et à part ça, il faut faire la catégorie basée sur la vulnérabilité des bénéficiaires. Les bénéficiaires sélectionnés font partie de quelle catégorie sociale de vulnérabilité? Et à ce niveau, je peux vous citer, par exemple, sur les 30 bénéficiaires identifiés, il y a 5 bénéficiaires qui sont des personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire les personnes vivant avec handicap. Il y a 10 bénéficiaires qui sont identifiés sur base d'une catégorie de vulnérabilité liée à la pauvreté extrême. Il y a par exemple 10 ou pas 10, il y a par exemple 5 qui sont identifiés comme femmes déplacées internes. Il y a par exemple 3 qui sont identifiées comme femmes victimes de violences sexuelles et basées sur les genres. Il y a par exemple 2 qui sont identifiés comme vulnérables liés aux sinistrés. Par exemple, ils sont victimes de catastrophes naturelles, des inondations, la montée des eaux des lacs, ainsi de suite. Donc, ils sont identifiés comme des sinistrés. Et voilà maintenant, lorsque vous donnez les types de catégories sociales de vulnérabilité, il ne faut pas oublier de clarifier leur tranche d'âge. Et en clarifiant leur tranche d'âge, si vous citez une catégorie, veuillez aussi indiquer leur tranche d'âge. Cela va beaucoup attirer les donateurs, parce que le donateur va comprendre que vous avez tenu compte des critères de sélection qui sont alignés dans la norme humanitaire internationale. Et à ce niveau-là, les bénéficiaires sont identifiés à partir de bases solides sur les critères de sélection. Est-ce que nous sommes ensemble? Allô? Allô? Oui, nous vous suivons. Ok. Parfois, j'ai l'habitude de vous demander, vous savez, il y a beaucoup de problèmes à caractère technique, peut-être la connexion peut faire défaut, et je serai en train de prêcher seul dans le désert sans se rendre compte que je ne suis plus suivi. C'est pourquoi quelquefois je peux prendre la transition pour vous demander si nous sommes toujours ensemble et que cela ne puisse pas vous gêner. Eh bien, alors, parlons maintenant des parties prenantes. Donc, vous comprenez que je suis déjà en train de vous expliquer le cercle de vie d'un projet. Et lorsque nous sommes dans la première étape qui est l'identification, j'ai parlé de la manière dont on doit identifier les problèmes. J'ai même donné la différence qui existerait entre problèmes et besoins communautaires partiels. J'ai donné quelques obstacles qui peuvent conduire à valider tel problème ou
ou tel besoin. Et je viens de terminer avec tout ce qui concerne les bénéficiaires. Et maintenant, nous entamons les points sur les parties prenantes. Ce qu'il faut noter en ce qui concerne les parties prenantes, il faut savoir sélectionner les parties prenantes. Parce que quand vous êtes en train de concevoir quand vous êtes en train de concevoir un projet, il faut savoir que les parties prenantes influentes sont obligatoirement invitées. Et à ce niveau-là, il faut savoir le projet que vous avez se situe dans quel secteur d'intervention. Si par exemple, le cas échéant que nous sommes en train de discuter avec vous, ici il s'agit d'un projet à caractère sanitaire communautaire. Et à ce niveau-là, les parties prenantes auxquelles je ferai allusion quand il faut inviter les parties prenantes, il faut que je songe au ministère de la Santé, donc toutes les personnes qui s'impliquent, qui interviennent dans les ministères de santé devraient être invités. Et ici, je suis dans la santé préventive, ce n'est pas dans la santé curative. C'est-à-dire, je dois d'abord penser à la santé publique qui est appelée à vulgariser la communauté, à sensibiliser la communauté sur les mesures de précaution en ce qui concerne l'hygiène, la propriété de l'eau, ainsi de suite, le lavage des mains et les mesures barrières s'il faut en tenir compte. Et là, je ne peux pas me limiter seulement à cette partie prenante, mais également, il faut aussi inviter les membres de la société civile qui interviennent dans le domaine. Il faut inviter les autres leaders communautaires influenceurs comme les leaders locaux, en l'occurrence les responsables des églises, les responsables des organisations, les responsables des jeunes, les responsables des femmes. Et à ce niveau-là, vous allez comprendre qu'on ne peut pas oublier les chefs locaux, comme les chefs de village, les chefs de groupement, si on est dans les centres-villes, les maires de la ville, ainsi de suite. Pas nécessairement les maires de la ville, mais il peut déléguer, parce que quand vous faites un projet, il faut savoir que vous le faites au nom de l'État. C'est d'abord, l'État ne doit pas être oublié, parce que si vous avez aligné un projet, mais vous n'avez pas informé l'État, à ce niveau-là, le projet peut être bloqué. L'État peut empêcher à ce que vous ayez votre financement, parce qu'il va dire qu'il n'a pas été informé sur votre projet. Et à ce stade-là, c'est un obstacle. Donc, vous comprenez comment il faut sélectionner les parties prenantes. Mais faites attention, les bailleurs souhaitent aussi comprendre si au-delà des parties prenantes que vous avez invitées, s'il y a les hommes scientifiques, les hommes de la science, les chercheurs, les représentants ou les intervenants d'université. Cela donne aussi assez de poids sur l'aspect technique, parce qu'on va comprendre que votre problème a été étudié par des bases très solides. C'est à ce niveau-là que vous pouvez aussi consulter les chercheurs dans le domaine de Hoche, par exemple, les universités qui organisent les facultés de santé. C'est très nécessaire de les consulter, parce que toutes ces évidences donnent beaucoup de poids à votre projet pour être sélectionné
parce que le travail de projet, c'est un travail très compétitif et qui demande souvent qu'on soit aligné dans les meilleures idées. Or, pour avoir les meilleures idées, il faut avoir les meilleures têtes. Ce sont les meilleures têtes qui produisent des meilleures idées. Et il est évident, très sollicité, lorsque vous êtes dans les contextes et justifications du projet, il faut prouver, montrer par les bases solides que votre organisation ou votre cabinet qui a rédigé le projet est mieux placé pour conduire ce projet partant des connaissances, des compétences et des expertises scientifiques qu'elle dispose pour mettre en face du monde ou en face des bailleurs des convictions qui ne portent pas de doute. Et quand on lit votre projet et on voit les compétences nécessaires qui s'étaient réunies pour sa rédaction, on fait foi, on donne confiance à ce genre de projet. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans la plupart des cas, lorsque les appels d'offres sont lancés, il y a parfois où on vous demande de donner, d'envoyer même les CV des personnes qui vont intervenir dans le projet, d'expliquer quelle est votre expertise, quel est votre niveau de connaissance, quelle est votre expérience que vous avez en matière conformément au projet que vous allez élaborer. Parce que ça donne la conviction à celui qui va donner les moyens pour se rassurer que réellement, s'il finance ce projet sera géré avec efficience et efficacité. Bien. Parlons maintenant du terrain, parce que vous voyez ici les numéros 5, là-bas, vous devez faire le terrain, discuter avec les bénéficiaires et faire les focus group. Alors, ici, lorsque vous êtes sur le terrain, il faut avoir la meilleure méthode. La meilleure méthode pour vous faire entendre. Il faut avoir la meilleure méthode pour passer la communication intercommunautaire. Si vous trouvez qu'il faut vous faire accompagner par les leaders communautaires comme les chefs de quartier, lorsque vous êtes en train de collecter les données, ça serait mieux. Parce qu'il faut aussi savoir que les meilleurs projets qu'on peut considérer dans une évaluation très stricte, ce sont aussi des projets qui présentent ce que nous appelons l'étude baseline. C'est-à-dire, il y a d'abord, avant de faire ces projets, vous avez songé à une enquête CAP. Donc, vous avez songé à ça pour pouvoir identifier et mettre en place les données de base, c'est-à-dire les indicateurs de base qui sont focalisés sur la connaissance, sur les aptitudes, mais aussi sur les comportements et les pratiques, mais aussi sur les observations communautaires. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on organise une enquête CAP, connaissances, aptitudes, pratiques, pour essayer d'interroger la communauté et de comprendre les différentes observations qu'on peut tirer et qui peuvent s'aligner derrière l'hypothèse de faire ces problèmes un projet. Et c'est comme ça que lorsque vous serez dans la théorie du changement,
si vous avez tenu compte de ça, ça va vous donner une lumière, ça va vous faciliter de faire une bonne théorie des changements avec des hypothèses sous-jacentes qui possèdent des causes très profondes, très solides. Et à ce niveau-là, ça vous donne aussi, ça vous facilite également à bien aligner vos résultats. Les résultats qui du reste seraient focalisés également sur les niveaux de connaissances, sur les niveaux de comportement et sur les niveaux de pratique. Ça peut aller au-delà même sur les niveaux de différentes observations, sur les niveaux des normes sociales. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, c'est la pratique la plus modeste qu'on demande aux conservateurs de projet de tenir compte lorsqu'ils sont en train de formuler les résultats. Parce que dans l'alignement des résultats, vous devez respecter la cohérence entre les résultats immédiats, les résultats intermédiaires et les résultats finaux. Et à ce niveau, il faudrait définir les cadres des résultats. Et lorsqu'on définit les cadres des résultats, on fait allusion à la théorie du changement. Et cela signifie quoi? Cela signifie que vous devez avoir les résultats et chaque résultat doit avoir les sous-résultats qu'on appelle encore les résultats intermédiaires. Et chaque résultat intermédiaire devrait avoir des produits. Alors, les produits là-bas, ce sont des résultats qui sont combinés pour avoir des grands résultats, des petits résultats qui contribuent à l'atteinte des grands résultats. Et c'est comme ça, quand je vais vous enseigner les cadres des résultats, je vais vous montrer comment on peut formuler les résultats, comment on peut formuler les sous-résultats et comment on peut formuler les produits qui contribuent aux sous-résultats et les sous-résultats qui contribuent aux résultats proprement dit. Et à ce niveau-là, vous allez voir que les résultats vont bien rimer avec les objectifs spécifiques et les objectifs spécifiques vont mieux contribuer aux objectifs globaux ou à l'objectif global. Et après cela, on va vous montrer comment aussi on doit chercher à définir les activités. Et les activités aussi, on doit avoir les activités principales qui vont aussi être détaillées pour avoir les sous-activités. Et dans la planification, vous savez, nous avons les systèmes pour pouvoir décortiquer, pour pouvoir simplifier les tâches, les activités. À ce niveau-là, on utilise parfois la matrice WebS, qui nous aide à structurer les tâches et les sous-tâches. C'est-à-dire, WebS, c'est en anglais qui signifie Work Breakdown Structure. Et ça, je vais vous enseigner cette matrice juste pour vous permettre à détacher les tâches principales, les tâches intermédiaires, et les petites tâches ou les sous-tâches. Et à ce moment-là, il est très important, même quand vous êtes en train de faire votre budget, parce que c'est ce qui vous aide à bien détailler les activités qui vont constituer les budgets. Et les budgets maintenant qui vont être exprimés
par les chiffres. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut avoir l'idée lorsque vous êtes en train de faire un projet. Vous savez, le projet, c'est très exigeant. C'est pourquoi on doit avoir des idées très claires, très précises, des idées qui ne portent aucune confusion, les idées qui ne sont pas... qui n'a pas de redondance et qui les idées qu'on peut lire et comprendre sans beaucoup de gymnastique. C'est ça ce qui demande les documents du projet. Quand vous êtes en train d'élaborer les projets, les idées doivent être claires, cohérentes. On doit aussi définir clairement les indicateurs. Et lorsqu'on va étudier les cadres logiques, vous allez voir que les indicateurs font partie des éléments probants dans un projet. Si vous avez des résultats, il faut savoir que quand vous écrivez un tel résultat, celui qui vous lit n'est pas convaincu directement à partir de la lecture de ce résultat. Il sera beaucoup plus convaincu lorsque vous lui donnez les indicateurs qui justifient, qui vérifient ces résultats-là. Et à ce niveau-là, il est convaincu parce qu'il a compris, il a bien lu les indicateurs de vérification. Et ces indicateurs doivent ou devraient être alignés de manière objective. Ce sont les indicateurs objectivement vérifiables. Et on ne se limite pas par là. On doit aussi avoir la source de vérification ou les moyens de vérification. Les indicateurs de résultats que vous présentez, comment on arrive à les vérifier? À partir de quelle source? Est-ce que c'est à partir d'un rapport? Est-ce que c'est à partir d'une vidéo? Est-ce que c'est à partir des photos prises sur le terrain? Est-ce que c'est à partir de réception ou de collecte d'informations des bénéficiaires ou de la communauté en termes de témoignages? Alors, tout cela sont des moyens de vérification qui permettent à mieux dire ce que vous avez fait. Voilà. Et enfin, maintenant, on va parler de comment s'appuyer sur les leçons apprises des projets de même type. Alors, ça signifie quoi? Lorsque on enseigne ces cours, on parle de gestion des projets, mais il faut comprendre qu'il y a encore un grand chapitre qui constitue une formation à part, même si on va en parler ici. Le chapitre sur le suivi et évaluation. Et quand on parle sur les chapitres ou les modules sur le suivi et évaluation, il y a l'approche qu'on appelle MIL. MIL, c'est l'anglais. En français, ça s'appelle SERA. Alors, SERA signifie suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage. Et à ce niveau-là, on doit savoir faire le suivi, on doit savoir faire l'évaluation, distinguer le suivi de l'évaluation, on doit différencier les différentes évaluations, mais également on doit connaître les niveaux de responsabilité ou de redevabilité que ces projets alignent envers les bénéficiaires, envers la communauté, mais également envers les bailleurs qui a financé les projets.
Et tout le monde doit avoir ses redevabilités. Les bailleurs ont ses propres redevabilités vis-à-vis du projet. L'organisation qui a soumis le projet a son niveau de responsabilité ou de redevabilité, c'est-à-dire l'équipe du projet a ses redevabilités envers les bénéficiaires, envers aussi la communauté, envers l'État, envers aussi les bénéficiaires du projet. Et après cela, on doit aussi aligner les différentes leçons apprises au cours de ce projet. Il y a beaucoup de choses qu'on peut n'avoir pas alignées, planifiées dans les projets, mais par rapport à la circonstance du terrain, il vous arrive des fois à tomber devant les surprises, les grandes surprises, et cela devrait être capitalisé en termes de leçons apprises. Alors, peut-être il faudrait vous donner un cas. Si un cas qui va essayer de vous éclaircir sur la responsabilité en termes de redevabilité et d'apprentissage. Et je peux dire par exemple, parce que si on enseigne ces cours sans donner des exemples typiques, on risque de ne pas mieux se faire entendre. Et les cas que je vais vous donner pour élarguer la responsabilité ou la redevabilité ainsi que l'apprentissage, prenons le cas où nous avons un projet qui vise à distribuer les moustiquaires, les moustiquaires imprégnés. Et maintenant, nous alignons cette activité pendant la saison des pluies, en octobre, novembre ou décembre ou janvier. Et pendant cette période de pluie, nous amenons les moustiquaires dans un milieu où il y a un problème sérieux sur l'inaccessibilité, sur la praticabilité de la route. Par exemple, ici au site Kivu, de la province à partir de laquelle je suis en train d'intervenir, il y a le territoire de Chabunda qui est trop enclavé. Il y a aussi le territoire de Mwenga qui a aussi des problèmes sérieux sur la praticabilité de la route. C'est-à-dire, pendant la saison pluvieuse, il est difficile d'aller là-bas avec n'importe quel véhicule. Même les véhicules 4x4 ont du mal à accéder dans ce lieu-là parce que les routes se trouvent dans un mauvais état. Et à ce niveau-là, si je suis planificateur et j'ai aligné les activités de distribution des moustiquaires aux bénéficiaires dans ces contrées-là pendant la saison pluvieuse, et pendant cette saison, il y a les véhicules qui amènent les moustiquaires là-bas, mais arrivé à quelques kilomètres, les véhicules trouvent des difficultés à pouvoir avancer. Il y a un problème sérieux de la route. Voilà, l'activité devrait être annulée parce que les moustiquaires envoyés ne sont pas arrivés sur les lieux. Quel est le problème? Le problème, c'est que celui qui a planifié les activités n'a pas tenu compte de ces eaux, n'a pas tenu compte de l'état de temps de praticabilité des routes. Donc les temps de route sont mauvais et
le planificateur du projet n'a pas tenu compte de ça. Il y a aussi un autre exemple que je peux vous donner. C'est par exemple si on a recruté des personnes pour nous aider à faire la distribution de ces moustiquaires imprégnés à la population qui se trouve dans des coins qui sont beaucoup enclavés. Il peut y arriver où nous renforçons notre équipe de distribution par les stagiaires. Nous prenons les étudiants, par exemple, qui sont en stage. Et vous allez voir maintenant que si nous avons aligné les étudiants, si nous avons recruté les étudiants pour renforcer l'équipe de distribution et que nous n'avons pas tenu compte des calendriers scolaires, nous risquons de manquer les étudiants là au moment opportun de distribution si nous avons aligné les activités de distribution pendant la période de cours. Peut-être que nous avons trouvé ces étudiants là dans la petite vacance, mais au finish, on se rend compte que quelques semaines après, les étudiants vont reprendre les cours. Et à ce niveau, il y a les manques, il y a l'absence des étudiants parce qu'ils préfèrent aller suivre les cours et ils abandonnent le travail. Voilà, si le projet était notre première expérience, nous allons maintenant tirer des leçons et les leçons apprises là-bas et que désormais, on ne pourra pas faire recours aux étudiants pour aller distribuer les moustiquaires si ce n'est pas pendant la saison des grandes vacances. Ça, c'est une leçon tirée que le projet doit tenir compte. Deuxième leçon apprise, on ne peut pas planifier les activités de distribution des moustiquaires dans une zone enclavée comme le territoire de Chabunda que je vous ai donné, qui n'a pas de bonnes routes et qui pourrait empêcher, et les mauvais états de ces routes-là pourraient empêcher les activités à bien être planifiées conformément aux objectifs du projet. C'est ça maintenant ce qu'on peut vous donner comme exemple de leçons tirées. En termes de redevabilité, vous allez comprendre que nous n'avons pas tenu compte de notre redevabilité en tant que planificateur parce qu'il révélait de notre compétence qu'on puisse aligner, qu'on puisse d'abord écouter ou aller chercher ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont déjà fait d'autres projets similaires dans la même zone pour qu'ils nous donnent les indications nécessaires et les points rouges auxquels nous devons faire face avant de nous lancer dans l'aventure. Voilà, si nous n'avons pas fait cela, c'est une redevabilité échouée de notre part. Voilà ce qu'on peut vous donner. Même les points de n'avoir pas associé. D'ailleurs, vous comprenez que tout ceci peut aussi arriver si et seulement si nous n'avons pas pris le soin de respecter les principes de conception du projet tel que j'étais en train de vous dire qu'il faut associer la communauté qui va être bénéficiaire du projet. Parce que si la communauté était associée, il devrait au départ nous donner tous ces problèmes et ces problèmes ne devraient plus nous arriver. Et voilà, le projet devrait se passer sans difficulté parce qu'on en tiendrait compte dès le départ. Merci beaucoup pour aujourd'hui. J'étais en train de vous donner l'idée globale sur la manière dont un projet doit être mis en place, dont un projet doit être conçu et les différentes responsabilités de chaque partie prenante en ce qui concerne le projet. Voilà, chers amis, chers collègues, aujourd'hui on peut s'arrêter par ici. Et s'il y a
une quelconque question en ce qui concerne ce que j'ai donné dans cette introduction, vous avez la parole pour 5 minutes et on va arrêter pour aujourd'hui. Merci. À vous la parole. Oui, merci beaucoup. C'était, nous avons suivi avec beaucoup d'attention. La matière a été vraiment abondante. Elle a donné le goût d'apprendre. Mais avoir une question, bon, ça va encore nous tirer à longueur comme nous avons que 5 minutes. Alors, je tenais tout simplement à vous remercier et vous encourager pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rendez-vous à demain. Et j'ai oublié aussi de vous dire que chaque formation, d'ailleurs, chaque jour, on enregistre chaque partie enseignée et on pourra vous partager au quotidien les différents modules qui constituent toute la formation. Et à la fin, on vous remettra un document complet, les documents complets en Word, en PDF, mais ces documents, ces documents-là, c'est les documents complets qu'on remet à la fin, mais au cours de la formation, on va vous partager les slides qui est donné dans le format PowerPoint pour essayer de vous mettre à jour sur ce que le facilitateur a donné au quotidien. Parce qu'on ne peut pas attendre que les modules vous soient partagés à la fin. C'est une formation des adultes et des professionnels. Chaque fois, on va demander aux techniciens, les logisticiens qui est chargé de partage des modules, de vous envoyer les modules en partie pour chaque présentation enseignée et de vous partager également l'enregistrement vidéo ou audio du facilitateur pour que ces outils ensemble puissent contribuer à l'amélioration de votre maîtrise de cette formation. Merci. Ok, merci pour aujourd'hui et à demain. Bye. Hein? Merci, bye bye, à demain. Ok.